De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus et on est jeudi et avant le jeudi c'était anthropologie. Et bien voici le retour de Nusere Kalala Omotunde qui va nous éclairer un peu sur l'histoire noire. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors on est très content de votre retour, on n'a pas cessé de me demander où est-ce que vous étiez passé. Donc avant d'en venir justement à votre programme qui était extrêmement chargé de l'ouverture d'un institut au Canada, ce qui est extraordinaire, il y a cette polémique aujourd'hui qui a éclaté autour de Lilian Thuram, donc ex-footballeur international qui vient de Guadeloupe et qui a eu des propos sur une radio justement italienne lors d'une interview. On va le citer carrément pour être clair. Ce qui a été transcrit, ça c'est ce qui a été transcrit, ce n'est pas forcément ce qui a été dit par Lilian Thuram, puisqu'il a rectifié les propos, puisqu'il n'y a pas les questions et que les réponses sont tronquées. Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Ça vous choque ? C'est-à-dire que je pense que le premier problème qu'il faut soulever dans le domaine du sport, c'est que, notamment le football, c'est que je pense que la fédération a un peu traîné la patte au début quand ce genre de choses se produisait. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une époque où Jean Tigana devait entraîner l'équipe de France. Il était soutenu par Michel Platini. Et je ne sais pas si vous avez entendu, enfin en tout cas lu, ce que Jean Tigana a dit à l'époque où il avait eu cette opportunité de s'occuper, d'entraîner l'équipe de France. Il a senti qu'il y avait quand même un certain nombre de réticences au niveau de la fédération. Il y a eu beaucoup de maladresse au niveau de la fédération elle-même et au niveau de certains entraîneurs. Je pense à Laurent Blanc. Et la chose, c'est qu'il y a eu du laxisme aussi à ce niveau-là sur les stades. Parce que si depuis le début, quand il y avait eu les premiers bruits de singes et autres, à cette époque-là, on avait arrêté les matchs immédiatement, les choses n'auraient pas empiré comme ça a empiré aujourd'hui. Donc il faut aussi voir que du côté des autorités de la fédération, il y a eu un mauvais traitement de ce genre de choses. Ça, il faut banalisation même, puisque une banalisation. Et on a cru que, je dirais, le stade pouvait être un lieu où on pouvait se défouler et raconter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a le désir de revenir dans un certain cadre et il y a eu ce débordement et ce débordement qui continue en Italie. Il ne faut pas oublier que Lilian a joué en Italie aussi. Donc forcément, ce sont des choses qu'il a connues. Et que ce n'est pas anodin qu'il y ait des cris de singe, puisqu'on sait qu'à l'époque de l'esclavage, il y avait ce lien entre le singe, le gorille et l'homme, noir en particulier. Comme l'homme, en fait, serait le filon manquant entre le singe et le caucasien. Mais le problème de fond, voyez-vous, il reste ouvert. Moi, mon problème, en ce qui me concerne, c'est que je ne comprends pas que lorsqu'on fait la semaine des mathématiques, sur le document de l'éducation nationale, c'est marqué d'explorer l'univers des mathématiques dans toutes les cultures. Vous avez la culture chinoise, la culture arabe, la culture même amérindienne et compagnie, et européenne. Et comme par hasard, la parenthèse, elle se ferme là. Dans la culture africaine, non. Vous voyez, il ne faut pas oublier que le rapport de la HALD a bien montré que c'est précisément à l'école que se formatent les stéréotypes de race. Parce que les personnes non blanches apparaissent toujours dans des situations à problème. C'est-à-dire dans ceux qui représentent les tares de l'humanité. Et il faut savoir que même quand on raconte l'histoire en Occident, si les vertus ne sont pas partagées, on vous dit que la démocratie est née en Grèce, mais l'esclavage, tout le monde l'a fait. C'est-à-dire quand c'est une tare, elle est partagée mondialement. Mais quand c'est une vertu, c'est pas partagé. Alors lorsque Lilian Thuram dit ça, je dirais une chose. Il y a deux faits qu'il ne faut pas ignorer. À la sortie de l'esclavage, les Noirs ont pris conscience qu'ils savaient tout faire. Et que les colons ne savaient pratiquement rien faire. Parce qu'ils avaient délégué tous les travaux de main-d'œuvre à leurs esclaves. Donc, ceux qu'on appelle les nègres de talent se sont réunis et ils ont fondé une ville qui est très vite devenue la ville la plus riche des États-Unis. C'est ce qu'on appelle Black Wall Street. Black Wall Street, dont personne ne parle, c'est une ville qui a été très vite excessivement riche
Parce que les Noirs savaient tout faire. Ils savaient faire des paires de chaussures en cuir, des sacs, des manteaux. Ils savaient tout faire, construire des automobiles et compagnie. Et quand, je dirais, l'establishment américain s'est rendu compte que, on va avoir affaire à une caste de Noirs industriels, eh bien, on a tout simplement détruit cette ville en une après-midi. Et il faut quand même le dire, on a assassiné 3000 chefs d'entreprise en une après-midi. Quand même. Bon. Il faut savoir que le franc CFA, qui est aujourd'hui en application en Afrique, a été inventé par Hitler, parce que Hitler a appliqué ce mécanisme-là à tous les pays vaincus, donc y compris la France, qui a eu effectivement le mark à 20 francs. Mais qu'est-ce qu'on a fait à la sortie donc de la victoire contre l'Allemagne? On a appliqué l'économie hitlérienne à l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que si on commence à faire les additions, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Je ne parle même pas d'Hérodote qui décrit les Égyptiens anciens comme noirs, ayant la peau noire et les cheveux crépus. Vous êtes incapable de voir un documentaire qui respecte l'aveu de tous les témoins oculaires qui ont fréquenté les Égyptiens à cette époque-là. Donc, le problème, il est ailleurs. Moi, je pense qu'il y a peut-être un règlement de compte entre Lydian et l'establishment que révèle peut-être cette affaire, et que je pense qu'en ce qui nous concerne, nous devons faire preuve de solidarité autour de Lilian Thuram. Je ne le dis pas simplement parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié sportivement, mais c'est vrai que le milieu dans lequel il s'est lancé, le combat qu'il a voulu et qu'il mène encore aujourd'hui, c'est un combat important. Et on a beaucoup, beaucoup de gens qui n'osent jamais se lancer sur ce territoire-là. Vous voyez? Et le travail qu'il fait en matière de pédagogie dans les établissements scolaires sur ces questions, les expositions qu'il a eu l'occasion de faire, les livres qu'il a eu l'occasion d'écrire, beaucoup de gens vous diront que ça les a ouverts les yeux sur beaucoup de choses et qu'il y a encore du chemin à faire. Et lorsqu'il dit qu'il faut que les gens se réunissent pour prendre conscience de leurs erreurs, il parle en particulier des dirigeants du football qui offrent un spectacle à un public, mais qui doivent garantir quand même, je dirais, une dimension quand même humaniste et respectueuse des êtres humains dans le cadre du spectacle qu'ils proposent aux gens. Parce qu'on sait très bien que quand ça commence comme ça peut très vite dégénérer, il peut y avoir mort d'homme. Vous voyez? Parce que à la fin du match, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est important, je pense, de prendre de la hauteur sur tout cela, et que, comme beaucoup de communautés le font, que nous puissions faire corps autour de Lilian, arrêter de raconter des histoires à dormir debout comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelqu'un qui fait preuve vraiment d'abnégation et qui se donne réellement à fond dans ce qu'il fait. Vous voyez? Et s'il a été en Italie, tout le monde sait, parce que le problème c'est que Lukaku, qui est un immense joueur de football, a fait l'objet donc d'attaques racistes lors de matchs de football, alors qu'il vient à peine d'arriver en Italie. Et quand on connaît la dimension de Lukaku et l'importance qu'il a dans le jeu, on ne peut pas accepter qu'un tel joueur se fasse vilipender par des supporters en Italie. Et je pense que c'est important qu'il soit allé, et que c'est important pour nous de comprendre cela. Parce que quand nos enfants partent faire des études à l'étranger, ils se retrouvent confrontés à cet univers-là. Moi, je vous dirais que j'ai grandi ici, je n'ai jamais eu de tels problèmes. C'est quand je suis arrivé à l'étranger que j'ai découvert comme ma couleur de peau, pour moi, c'était ma tenue de combat. Je suis en tenue de combat, ma tenue de combat, c'est ma couleur de peau, parce que vous ne savez jamais à quel moment une discussion avec un banquier ou avec un directeur d'administration, même lorsqu'il a fallu que je m'inscrive à l'école supérieure de communication et de marketing de Paris, la discussion que j'ai eue avec le président de cet établissement a été vraiment ubuesque le jour de mon inscription. Donc je n'oublie pas ce genre de choses. Malheureusement, ça arrive encore à beaucoup. Il y a beaucoup d'améliorations, mais il y a encore beaucoup à faire sur ce terrain-là. Donc je pense que lorsque Thuram dit ça, c'est aussi pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'il faut quand même se dire les choses un petit peu sérieusement. Il y a beaucoup de laisser-aller sur ce terrain-là, dans les manuels scolaires, dans les livres qui sont offerts aux enfants. Je pense à certains ouvrages qui racontent l'histoire de l'humanité, où l'Afrique n'apparaît dans rien, alors que c'est le berceau de l'architecture dans l'histoire de l'humanité, et qu'on a trouvé une civilisation au Soudan, 1000 ans avant la Grèce antique, qui était déjà beaucoup plus avancée en architecture que la Grèce antique, et personne n'en parle. Ces 2 dernières années, on s'est vertu justement
à prouver scientifiquement ce qui s'est réellement passé dans cette histoire qui a été réécrite à l'avantage effectivement de l'européen. Mais quand on vous parle, M. Moudouni, par exemple, de racisme anti-blanc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que le problème de fond aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé précisément dans une zone où on essaye de créer, je dirais, des discussions pour des discussions. Vous savez, moi, je me suis intéressé à la banlieue. Et j'ai constaté une chose en banlieue. Il y avait une discrimination qui se jouait à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous soyez noir, arabe ou d'ascendance européenne, vous étiez victime d'une discrimination. Mais cette discrimination, c'était une discrimination liée à l'endroit où vous habitiez. C'est-à-dire que des Blancs me disaient que quand je dis que j'habite à Gare-Charcel, je ne suis pas recruté. Vous voyez, personne n'en parle de ça. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Personne n'en parle. Mais tout le monde sait qu'en France, il y a un racisme de caste. C'est-à-dire au-delà du racisme de couleur, il y a le racisme de caste. Entre blancs, il y a un racisme de caste. C'est-à-dire que quand votre enfant est issu du monde ouvrier et que vous voulez faire un stage dans un cabinet juridique, on vous fait comprendre que vous ne faites pas partie de l'équipe de football. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, s'il faut soulever ces dossiers-là, qui sont des dossiers que nous avons vus, parce qu'il y a quand même des projets gouvernementaux sur lesquels je me suis penché, et j'ai vu véritablement ce racisme anti-blanc, entre blancs, il faut, je pense qu'il est quand même plus le blanc donc qui pratiquerait le racisme sur d'autres blancs. Je vais vous dire une chose, vous savez très bien qu'entre blancs, il y a un racisme de caste. Ils sont très conservateurs et chacun a son équipe. Et les gens jouent contre les autres. Et c'est quand même bizarre, parce que c'est quand même ce racisme-là qui fait plus de dégâts au niveau notamment, parce qu'on vous dit que tous les Blancs quittent la banlieue. Pourquoi tous les Blancs quittent la banlieue? Ils ne quittent pas la banlieue parce qu'ils vivent le racisme, c'est parce que justement, quand ils ont acquis un niveau de compétence, en mettant cette adresse-là, parce que moi je peux raconter tout ce que les gens m'ont dit, hein, le jour où j'ai été dans le cadre d'une commission, écouter ces gens parler sur la discrimination et le racisme qu'ils vivaient, obligés de s'inventer des adresses dans des arrondissements de Paris pour pouvoir avoir droit à des entretiens d'embauche. Et ça, personne n'en parle. Vous voyez ce que je voulais par là? Donc il faut faire très attention quand on soulève ce genre de dossier, parce que nous sommes des hommes de terrain. Nous ne sommes pas des hommes où on a assisté aux choses à la télévision. Moi, j'étais sur le terrain. Les gens, j'ai discuté avec eux. Quand il y avait des réunions gouvernementales, j'étais présent. Vous voyez ce que je veux dire par là? J'ai discuté beaucoup, je vous le dis, avec des chefs d'État, avec des gens du gouvernement, des chefs de cabinet. Nous avions une organisation à Paris pour cela. Vous voyez, beaucoup de gens le savent très bien. Nous avions une organisation avec laquelle nous discutions de ce genre de sujet. Et c'est ainsi qu'on a découvert qu'effectivement, les gens qui étaient d'ascendance européenne quittaient la banlieue. C'était pas un problème spécialement de racisme anti-blanc. C'était un problème de blanc entre blancs qui ne faisaient pas partie, qui considéraient qu'ils ne faisaient pas partie de la même caste. Et c'est quand même surprenant alors dans ce racisme anti-blanc, puisqu'on l'a taxé effectivement de raciste à l'encontre des blancs pour cette sortie faite. Vous savez que les gens n'aiment pas être vus dans un miroir. Ça, on le sait très bien. Hein, lorsque vous avez quelqu'un qu'on met devant un miroir pour lui permettre de voir justement la profondeur de l'aspect inhumain de son comportement, on a vu qu'aux États-Unis, quand on a fait des films où on a fait des blancs jouer des rôles de noirs, pour que les blancs puissent comprendre ce que c'est qu'être noir dans une ville de blancs, vous avez vu tous les problèmes que ça a fait. Et pourtant, le journaliste qui a fait ça, l'a fait vraiment avec toutes ses tripes. Vraiment dans le but de montrer, voilà, aujourd'hui, le maquillage me permet de me maquiller totalement en noir, avec des cheveux crépus, des faux cheveux crépus peut-être, mais d'avoir des cheveux crépus, et de montrer aux gens avec une caméra cachée qui me suit, ce que c'est que d'être noir. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et ça a soulevé des débats. Ça a soulevé des débats, alors que c'était un acteur blanc qui jouait ça pour montrer justement aux autres personnes d'ascendance européenne, regardez la réalité en face. Regardez-vous en face. Parce que là, on a une caméra cachée et on vous voit dans vos agissements de tous les jours. Ça fait partie des choses dont on ne parle pas. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là? Donc c'est toutes ces petites choses-là qu'on oublie lorsqu'on vient soulever la vase. Si on soulève la vase, il faut soulever toute la vase. Il ne faut pas prendre une partie par l'autre partie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous voyez, moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand j'étais étudiant, des choses qui me sont arrivées personnellement.
Et j'ai vu qu'il y a dans les fonctionnements, je n'oublierai jamais le jour où je suis allé ouvrir un compte bancaire à la Société Générale, et j'ai été obligé de raconter l'affaire des dissidents, comment nous avions quitté la Guadeloupe, vous voyez, pour venir défendre la France contre l'Allemagne. Hein, cette fois où j'ai été en Allemagne, je n'ai jamais été contrôlé, et c'est quand je franchis la frontière que j'ai à peine fait un pas quand je suis contrôlé déjà avec mes papiers. Alors qu'ils avaient besoin de nous pour se défendre contre l'Allemagne. Et quand j'ai été en Allemagne, j'ai rencontré les anciens combattants allemands qui m'ont raconté beaucoup de choses sur ce que nous avons accompli en Allemagne dans le cadre de l'armée française. Vous voyez la chose? Et tout ça s'est passé sous silence. Et on vient nous raconter des histoires de dormir debout aujourd'hui. J'ai été à Verdun. Moi, j'ai vu Verdun. Quand vous avez des gens d'ici qui vous parlent de Verdun, moi, j'étais à Verdun. J'ai vu Verdun. J'ai vu tout ça de mes yeux. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, je pense que, y compris avec le Front National, quand j'ai discuté de ces questions, je leur ai dit qu'un descendant d'Allemand ne peut pas être mieux traité en France qu'un descendant de la Guadeloupe. Parce que quand vous étiez en conflit contre l'Allemagne, des gens d'ici sont venus vous défendre contre l'Allemagne. Et l'Allemagne représentait vos ennemis. Aujourd'hui, les choses se sont arrangées, mais votre allié légitime ne peut pas être moins bien traité que le descendant. On va où là? On voit à peu près pourquoi on serait entre guillemets moins bien traité, effectivement. C'est-à-dire que si on soulève la vase, il faut soulever toute la vase. Hein. Parce que moi, comme je dis toujours, nous sommes beaucoup avec des hommes de terrain. Nous étions sur le terrain. Nous avons discuté avec beaucoup de monde. Vous voyez, j'ai discuté avec François Hollande de cette affaire-là, sur ce problème-là de discrimination à tous les étages de la fusée. Et lorsque nous avons discuté avec M. Nicolas Sarkozy de ces questions, nous lui avons rappelé qu'il y a deux façons d'être recruté en France. Il y a l'entretien d'embauche et la nomination. Et que même dans le cadre des nominations, il n'y avait pas de noirs nommés. Et vous allez voir que c'est à partir de Sarkozy que vous avez commencé à avoir des noirs nommés à certains postes de direction. Ça n'existait pas avant. C'est toujours pas suffisant. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que si on soulève la vase, on va soulever la vase. Mais on a des dossiers, il y a des statistiques, il y a des choses sérieuses. Parce qu'on est dans le folklore, on va passer à une chose sérieuse. Alors, vous voyez, ça c'est important. Petite parenthèse rapide, effectivement, pour cette reprise. Je viens de me remémorer justement un téléfilm qui a été beaucoup suivi par la communauté afro il y a quelque temps. Cet épisode de Joséphine Ange Gardien sur le traitement de l'esclavage, justement. Votre avis là-dessus? Personnellement, je n'ai même pas regardé ce genre de choses-là. Vous voyez, parce que c'est pas sérieux. Hein, on essaye, ce qu'on fait avec nous, on ne le fait pas avec les Juifs par exemple. Vous voyez ce que je veux dire par là? On ne le fait pas avec les Arméniens. C'est-à-dire qu'il y a un côté, la croisière s'amuse lorsqu'il est question de l'histoire du monde noir qu'on ne retrouve pas. La croisière s'amuse jamais chez les autres. C'est toujours chez nous qu'elle s'amuse. Vous voyez? Et quand des fois on essaye d'expliquer ça au réalisateur, il joue à celui qui fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui dit. Parce que c'est vrai, il y a des intérêts financiers au jeu, c'est vrai qu'il a reçu une dotation pour faire ce téléfilm, mais il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Parce que nous, on en a passé du temps avec Joby Valente, avec le MNH, à lutter contre ce genre de choses, tous ces programmes télévisés qui nous proposaient du grand n'importe quoi, systématiquement. Hein? Combien de plateaux de Direct TV sur lesquels nous sommes intervenus, même à l'époque d'Africamat, hein? Nous avons fait un certain nombre de choses. C'était déjà parce qu'on s'élevait. Quand le M6 a fait la comédie musicale Autant n'emporte le vent, eh ben, nous avons tout simplement pris la justice pour dire mais comment vous faites une comédie musicale d'un crime contre l'humanité? Il faut nous expliquer ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chose qui se passe, c'est que je constate que les années passent, les choses ne progressent pas tant que ça. On fait beaucoup, je dirais, de l'esbrouf, et on maquille, on fait beaucoup de maquillage, mais quand au fond, il y a beaucoup de choses qui restent en l'état. Parce que ce dont les gens ont besoin en réalité, c'est d'un idéal pour leur vie, et aussi d'avoir des appuis sur lesquels ils peuvent compter quand ils veulent progresser dans leur vie. Et c'est ça qui manque. Il manque ces appuis-là. On parle toujours de répression policière, on parle des pompiers, oui, mais le problème c'est que les gens ont besoin d'appuis pour s'élever quand ils ont décidé de s'élever dans la vie. Où sont ces appuis? C'est quoi ces appuis? Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est ça qui est important. Et une dernière analyse, pendant qu'on est là, la Ligue de défense noire africaine, bon, elle est assez décriée, bon, pas forcément par la communauté afro, mais elle est assez décriée dans ses actions. Votre avis là-dessus? C'est-à-dire que moi, ce que je pense, voyez-vous, c'est que je suis un petit peu particulier. Et je vais parler de mon expérience. Voyez, moi, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, je me suis très vite engagé dans la lutte.
voyez, et c'est vrai que la chose, auprès de Garcin Malsa, pour le droit qu'il avait à disposer d'une chaîne de télévision, parce que voilà, il y avait eu des problèmes là-dessus, mais aussi le fait qu'il y avait un problème de la représentation des minorités à la télévision. Donc je me suis engagé, vous avez vu la dernière fois que Luc Saint-Éloi est venu, on a parlé de ça, puisque on a toujours été très proches sur le terrain, lui, moi, il y a aussi Calix Bayala, on fait beaucoup d'autres personnes qui ont été sur le terrain, on a marché, on a barré des routes, barré le Trocadéro, on a fait tout ça. La chose, c'est que quand on a commencé à avoir donc, des personnes de chez nous à la télévision, je suis allé manger une fois chez un Chinois. Et en discutant avec ce Chinois, qui était quelqu'un de vieux, il me dit, je lui dis, mais c'est quand même surprenant que les Chinois ne cherchent pas à être plus présents dans les grands médias français. Et il m'explique qu'en fait, les Chinois ne cherchent pas à être présents dans les grands médias français, parce que si un Chinois est à la télévision, il faut qu'il parle chinois et qu'il dise aux Chinois ce qui se passe en Chine. Et en prenant les chaînes câblées, il m'a montré en fait que les Chinois, en pleine chaîne de télévision, on parle chinois. Et il a fait venir son fils, et il a demandé à son fils, qu'est-ce qu'on dit dans cette chaîne de télévision? Et le fils lui a dit, papa, là, on dit qu'à Shanghai, c'est la météo, et qu'il va faire beau cet après-midi. Et il me dit, vous voyez, quand un Chinois est à la télévision, non seulement ça permet à un Chinois, un enfant chinois qui n'est pas en Chine, de travailler la langue, mais en plus il sait ce qui se passe en Chine. Est-ce que lorsque vous avez Harry Roselmack à la télévision, il parle de ce qui se passe en Guadeloupe? Non. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème. C'est que tout ce temps que j'ai passé à faire ça, en fait, j'ai tourné en rond. Et c'est comme ça que je suis parti mener une autre lutte. C'est pour monter maintenant des chaînes de télévision câblées. Et 3A Télé-Sud, Africa 24, Canal 3 Monde, toutes ces chaînes de télévision que vous avez encore aujourd'hui, ce sont des chaînes dans lesquelles, vous voyez, vu que j'ai eu l'occasion de travailler, même des fois en animateur, mais j'ai participé au montage, à la création, au soutien, voilà, défendre, tout simplement parce que dans ces chaînes de télévision-là, on parle de nous. Quand je reçois un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise d'ici, c'est un chef d'entreprise du Cameroun, c'est un chef d'entreprise de Côte d'Ivoire, un chef d'entreprise de Guyane. C'est-à-dire que je fais intervenir des gens qui nous concernent au premier chef dans l'information qui divulgue. Alors après, est-ce qu'on fait les choses pour faire plaisir aux autres ou est-ce qu'on fait les choses parce que c'est important de les faire, parce que nous avons besoin aussi d'exister sur le terrain de la communication pour parler de nous, pas des autres. Et c'est toutes ces choses-là, vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, au niveau de ce genre de combat, je pense que le vrai combat, c'est de construire son royaume et ne pas chercher à être prince dans un royaume qui ne vous appartient pas. Alors, vous voyez, c'est ça que je pense qui est le plus important aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut contrer, il faut être sur le terrain parce qu'il y a des abus. Et ça, c'est important. Qu'il y ait effectivement cette ligue qui puisse défendre les intérêts noirs. C'est-à-dire qu'on voit bien des fois, il y a des choses qui se passent qui sont totalement inadmissibles. Et ça, on peut pas tolérer qu'il y ait un spectacle systématiquement qui soit du grand n'importe quoi. Moi, j'ai vu à l'époque, il n'y avait pas la ligue. Mais vous vous rendez compte que vous avez la loi Taubira, vous faites une comédie musicale autant n'importe le vent, et dans la presse, vous dites que l'ouvrage que vous avez pris pour faire la comédie musicale, c'est l'ouvrage le plus raciste que vous avez jamais lu. C'est-à-dire le patron d'M6 dit lui-même dans un article de presse que c'est l'ouvrage le plus raciste qu'il a jamais lu. Et l'ouvrage le plus raciste qu'il a jamais lu, il en fait une comédie musicale. Si moi, comme je disais donc à tous ces gens, je prends l'ouvrage le plus raciste écrit sur Israël ou sur les Juifs et j'en fais une comédie musicale, mais forcément, je vais avoir des gens qui vont me demander mais la comédie musicale n'aboutira même pas. Mais c'est-à-dire, mais forcément, je vais avoir. Mais il n'y aura même pas de répétition, il n'y aura pas. Mais avec raison. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même arriver à quelque chose de très simple. Sur quelle base on va fixer les conditions de vivre ensemble? Parce que moi, je sais que lorsqu'on se respecte, il n'y a pas de problème. C'est quand on commence à se manquer de respect que là, forcément, il y a des problèmes. Alors, juste avant la coupure pub, on va quand même parler de cet institut que vous avez installé au Canada. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, l'institut, c'est vrai que là, cette rentrée, c'est une rentrée un peu particulière parce que l'institut, je l'ai créé au Canada, mais je l'ai créé aussi en Guyane, à Cayenne, en Martinique, en Guadeloupe. Donc, il fait que maintenant, on a 4 instituts. Donc, c'est Anijar International. Voilà, c'est Anijar International. Mais ce qui me marque beaucoup et qui est important pour moi quand je vais à la rencontre de nos jeunes,
c'est déjà la qualité de leur formation. Parce qu'il faut savoir que au Canada, vous avez des jeunes qui sont ingénieurs en beaucoup de choses, qui ont des postes aussi. Parce que c'est surprenant de voir que vous avez des gens qui sont partis faire leurs études, qui sont restés là-bas et qui gèrent de grandes administrations. S'ils revenaient ici, vous voyez, on aurait prétesté toutes sortes de choses pour ne pas leur confier ce genre de mission professionnelle, alors qu'ils l'ont à l'extérieur. Ce qui est très surprenant, vous voyez. Et puis, c'est aussi le fait d'arriver à faire comprendre que il faut être un ambassadeur de ce qui se fait chez toi. Parce que ambassadeur de ce qui se dit, ça ne sert pas à grand-chose. Mais l'ambassadeur de ce qui se fait, c'est plus intéressant. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons par exemple une crème anti-moustique faite à partir d'une plante de chez nous. Si quelqu'un a un problème avec des moustiques à Montréal, pourquoi il n'utiliserait pas la crème, l'huile essentielle, notre préparation faite en Guadeloupe? Pourquoi il irait à la pharmacie acheter un produit canadien alors qu'il aurait la possibilité aussi de faire découvrir à ses amis canadiens quelque chose que nous avons chez nous et que nous fabriquons pour nous protéger des moustiques avec la citronnelle? Est-ce que vous voyez l'affaire? Vous vous rendez compte que c'est très très loin. C'est loin. C'est-à-dire que... On n'est pas chauvin. On n'a pas l'esprit chauvin. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a une case qu'on doit commencer à installer dans notre cerveau. C'est qu'est-ce qui fait la puissance d'un pays? Est-ce que c'est le fait de parler du pays ou est-ce que c'est le fait d'être un ambassadeur économico-financier de ce pays? Et c'est là où je trouve que les choses sont quand même assez surprenantes. On se contente de consommer les produits des autres, mais on ne fait pas en sorte que les autres puissent découvrir la beauté de nos produits quand on est à l'extérieur. Vous voyez l'affaire? Alors, on va revenir en Guadeloupe avec du sirop d'érable, mais on ne partira pas là-bas avec du Virapic ou avec de la citronnelle. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et là, on ne peut pas tolérer ça aujourd'hui. C'est pas possible. Il y a une case qu'il va bien falloir avoir dans notre tête. Parce que quelqu'un qui est à l'extérieur, vous voyez, a totalement le droit de pouvoir faire connaître, faire savoir, faire découvrir les ingrédients avec lesquels il fait la cuisine et puis les choses avec lesquelles il se soigne pour des choses bénignes. Et c'est comme ça que ça donne envie aux autres aussi de pouvoir utiliser et de découvrir l'efficacité de nos savoir-faire endogènes. Mais il faut créer cette case-là dans le cerveau. Donc, si vous voulez, nous faisons de l'histoire, mais c'est une histoire qui doit être opérationnelle immédiatement. C'est-à-dire, on n'est pas là pour raconter des histoires qui se sont passées il y a 1000 ans, et puis demain matin, quand tu te réveilles, ça ne te sert à rien, ce que j'ai entendu hier. Non, j'arrête. Moi, je veux que la connaissance que nous avons des savoirs de nos ancêtres soit opérationnelle immédiatement. C'est pour ça que nous avons créé partout des clubs de jeunes entrepreneurs. Vous savez qu'on a réuni 1000 jeunes entrepreneurs guadeloupéens il n'y a pas si longtemps. 1000 jeunes entrepreneurs, personne n'en a parlé. Il n'y a pas d'article dans la presse. C'est extraordinaire de voir qu'on était 1000 personnes réunies, tous des jeunes entrepreneurs, et personne n'en a parlé. On fait venir des groupes en Guadeloupe pour rencontrer des agrotransformateurs, pour discuter de comment c'est l'emballage, comment c'est le contenu, le contenant. Ce sont des choses que nous faisons à Anija. Parce qu'on n'est pas là pour faire de l'histoire. On est là tout simplement pour développer ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est la puissance. Parce que si on n'affirme pas une volonté de puissance, je dirais que le reste ne sert à rien. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec notre invité Nusere Kalala Omotunde.